Cesse de chercher la validation à chaque mouvement. N'explique à personne tes progrès. Tu n'as pas besoin des applaudissements des autres pour grandir. Concentre-toi sur ton propre chemin et garde le silence lorsque tu avances. La plupart des gens ne regardent pas, et s'ils le font, ils ne comprennent pas le véritable travail. Tu n'as pas à interrompre une conversation anodine pour te vanter de ta nouvelle routine, ni à afficher les résultats de tes habitudes sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'une réaction. Lors d'un dîner, pendant que les autres racontent des anecdotes pour attirer l'attention, tu peux simplement écouter, boire de l'eau, regarder l'heure, acquiescer et garder tes projets pour toi. Le progrès se révèle dans des gestes minimes. Tu refuses une invitation sans donner d'explications inutiles. Tu arrives à l'heure sans annoncer ton emploi du temps. Tu traverses la rue, les yeux rivés sur ton objectif, pendant que d'autres cherchent de la compagnie. Personne n'a besoin de savoir combien de livres tu lis, combien d'argent tu économises, ni combien d'habitudes tu as changé ce mois-ci. Observe comment l'ambiance change. Quand tu arrêtes de parler de ce que tu fais, les questions cessent, les regards cherchent des réponses et n'en trouvent pas. La curiosité se transforme en respect silencieux ou en distance. Certains essaient de te provoquer, te demandent tes projets, mais ne reçoivent que des réponses brèves ou un simple haussement d'épaule. D'autres t'observent, mais n'attendent plus rien de toi. Le bruit diminue, l'espace se libère, ton cercle se réduit. Ceux qui restent le font en silence. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, mais d'avoir une véritable discipline et son propre discernement. Si tu te laisses distraire par ce qui t'entoure, tu perds du temps et de l'énergie. Le développement personnel ne s'annonce pas, il se démontre. Reste jusqu'à la fin. La dernière leçon est la plus inconfortable et la plus nécessaire si tu veux protéger tes progrès. Abonne-toi si cela t'aide. Maîtrise l'art d'avancer sans témoin. Leçon 1. Arrête de raconter tes plans. Garder tes objectifs pour toi, évite les attentes des autres. Sénèque a dit « L'épée ne tue jamais personne, ce n'est qu'un outil dans la main de l'assassin ». Autrement dit, la responsabilité t'appartient toujours, pas aux circonstances. La règle est simple, ta croissance est privée et tes progrès n'ont pas besoin de témoins. Chaque fois que tu partages tes objectifs trop tôt, tu ouvres la porte aux opinions, aux jugements et aux attentes extérieures qui n'apportent rien. Le bruit des autres te disperse, te détourne et t'affaiblit. Le vrai problème, ce n'est pas ceux qui donnent leur avis, mais ton besoin de montrer ce que tu es à peine en train de construire pour obtenir de l'approbation ou de la sécurité. Cette impulsion te vole ton attention, ta discipline et ton contrôle. Au travail, tu annonces à tout le monde que tu vas tenter un nouveau projet. Un collègue, sans lever les yeux de son écran, te demande si tu as vraiment le temps pour ça. Un autre sourit, mais ne dit rien. Le lendemain, tu remarques qu'on t'observe quand tu arrives en retard ou quand tu n'avances pas aussi vite. Sur WhatsApp, tu annonces que tu vas commencer la salle de sport ou arrêter une mauvaise habitude. Aussitôt, les émojis d'applaudissements et les conseils non sollicités arrivent. À peine l'as-tu dit que tu attends des réactions. S'ils te félicitent, tu ressens une fausse réussite. S'ils te remettent en question, tu doutes. Et le résultat, tu n'avances pas, tu ne fais que parler. Ton progrès s'arrête car tu as fait du processus un spectacle. Au fil des jours, les gens commencent à te demander où tu en es. Tu ressens le silence gênant quand tu n'as aucun progrès à montrer. Certains évitent le sujet, d'autres lancent des remarques sarcastiques. La pression augmente. Mais ce n'est pas un élan, c'est de la surveillance. Tu finis par adapter tes actions à ce qu'ils attendent de voir, et non à ce que tu veux vraiment accomplir. Le processus perd son sens. Ton entourage ne voit plus tes efforts, il ne perçoit que des promesses non tenues. Personne d'autre n'est responsable. Observe ce que tu fais. Il y a des domaines qui ne s'annoncent pas, et il y a plus encore. Leçon 2. Contrôle ton temps sur les réseaux. Limiter l'exposition réduit les distractions. Arrête de donner ton attention à chaque notification. Ne te mens pas en pensant que tu peux progresser tout en tombant dans le cycle des distractions numériques. Si tu ne poses pas de limites, d'autres décideront à ta place. Le principe est simple. Ton temps et ton attention sont des ressources limitées.
Ne les gaspille pas dans le bruit des autres. Chaque minute que tu cèdes à l'écran est une minute qui ne reviendra pas. Les réseaux sociaux sont conçus pour voler ton attention et fragmenter ta discipline. Si tu n'établis pas une limite claire, tu deviens l'esclave de l'urgence des autres. Tu crois pouvoir le contrôler, mais à chaque fois que tu cèdes, tu perds un peu plus de discernement et de maîtrise. Il ne s'agit pas seulement de perdre du temps, il s'agit de perdre ta direction. Au bureau, tu consultes WhatsApp toutes les 5 minutes et ton travail prend du retard. La boîte de réception grossit, les tâches s'accumulent et quand vient l'heure de rendre ton travail, tu n'as que des excuses. Le patron observe la lueur constante de ton écran, tes doigts nerveux et prend note en silence. À la maison, tu fais défiler Instagram avant de dormir et ton repos en souffre. Tu te réveilles fatigué, l'esprit dispersé et sans énergie pour affronter la journée. Le petit déjeuner devient une routine précipitée, interrompue par la vérification compulsive des notifications. Tu sors dîner et tu ne lâches pas ton téléphone, perdant le moment réel avec la personne en face de toi. Ton accompagnant fait une pause, attend ton regard, puis abandonne et regarde son propre portable. Ainsi, la journée s'échappe en petits fragments qui ne s'additionnent pas. Les projets personnels n'avancent pas, les conversations perdent en profondeur et les souvenirs se diluent dans des défilements sans fin. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu avances si lentement. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Cette erreur semble petite. La suivante ne l'est pas. La maîtrise est silencieuse, mais elle se remarque. Leçon 3. N'explique pas tes décisions. Éviter les justifications renforce ton autorité. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Chaque fois que tu justifies tes décisions, tu en paies le prix. Le besoin d'expliquer chaque pas affaiblit ta position et dilue ton autorité. La règle est simple, n'explique pas tes décisions à ceux qui n'ont pas besoin de les connaître. Trop expliquer ne te rend pas transparent, cela te rend vulnérable. Quand tu ressens l'urgence de te justifier, tu abandonnes le contrôle et tu ouvres la porte à ce que d'autres remettent en question ton jugement. Les gens interprètent tes justifications comme de l'insécurité ou un manque de conviction. Le vrai coup, c'est que tu finis par perdre le respect et du temps, tandis que ton énergie se disperse à vouloir convaincre ceux qui n'ont pas d'importance. Pense au travail. Tu décides de refuser une réunion inutile et tu envoies tout de suite un message détaillant chaque raison. Le destinataire répond à peine par un « OK », mais commence ensuite à t'inclure dans plus de mails, attendant que tu expliques chaque décision à venir. Ou sur WhatsApp, quelqu'un te demande quelque chose en dehors des horaires et tu réponds par un long paragraphe expliquant pourquoi tu ne peux pas. La personne lit ton message, laisse en vue et, la semaine suivante, refait la même demande, comme si tes raisons n'avaient pas compté. En couple, tu justifies pourquoi tu as besoin de temps pour toi, en espérant une approbation. Le silence gênant après ton explication s'installe dans la pièce et le sujet revient lors de la conversation suivante. Dans chaque cas, au lieu de fixer une limite, tu abandonnes ton pouvoir et laisses la place à des opinions ou des critiques qui n'apportent rien. Le résultat, c'est l'épuisement et le sentiment d'être toujours en train de rendre des comptes. Tu remarques que les autres se sentent de plus en plus en droit de te demander des explications. Ton attitude devient plus tendue, tu relis tes messages avant de les envoyer, anticipant des questions auxquelles tu ne devrais pas répondre. L'ambiance change, le regard des autres cherche la moindre faille pour s'immiscer dans tes décisions, et tu le sais. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Dans la prochaine leçon, tu vas apprendre comment ta capacité à garder un silence stratégique devient un atout, et non une faiblesse. Leçon 4. Décide ton cercle d'influence. Choisir avec qui partager protège ton énergie. Arrête d'ouvrir la porte à n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes progrès ni tes projets. Ne transforme pas ta vie en vitrine pour ceux qui n'apportent rien. La règle est simple. Ton cercle d'influence façonne ta mentalité et tes résultats. Chaque fois que tu partages tes objectifs avec des personnes sans discernement ou discipline, tu t'exposes à des jugements.
des opinions et des doutes qui ne t'appartiennent pas. Tu perds de la force, tu te détournes de l'essentiel. Le bruit extérieur ne t'aide pas à grandir, il ne fait que te voler ta clarté et ton contrôle. Trop parler, c'est céder du terrain. Écouter trop de voix, c'est perdre la tienne. Pense au bureau. Tu racontes ton nouveau projet à un collègue qui ne fait que critiquer ou se moquer. Aussitôt, tu commences à douter de l'intérêt de continuer. Tu le vois dans le geste de ton collègue. Un sourcil levé, un sourire en coin, le silence gênant qu'il laisse flotter dans l'air. La journée avance et tu te surprends à revoir des détails que tu avais déjà clarifiés, à chercher des erreurs là où il n'y en avait pas. Tu perds du temps à justifier ton idée dans ta tête simplement parce qu'un commentaire extérieur l'a déstabilisé. Sur WhatsApp, tu partages tes progrès à la salle avec des amis qui ne s'entraînent pas et te lancent des blagues. Rire dans les messages, même réponse vide. À la fin, tu remets en question tes efforts juste pour chercher une approbation qui n'existe pas. La prochaine fois, tu réfléchis à 2 fois avant de leur dire quoi que ce soit. Ta motivation commence à dépendre de leur réaction et tu t'en rends compte trop tard. En couple, tu cherches du soutien et tu reçois du scepticisme. Un geste froid, un regard qui évite le tien, un « pourquoi tu te compliques la vie ?» en guise de réponse. Tu te replies sur toi-même. Le résultat est toujours le même. Moins d'action, plus de doute, moins de progrès. Tu remarques que petit à petit, tu arrêtes de partager ce qui compte vraiment. Tu deviens plus réservé, mais aussi plus sélectif. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Et il y a plus. Maîtrise, contrôle l'accès. 5e leçon. Choisis l'inconfort du progrès. Briser les routines connues stimule la croissance. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Le confort de tes routines n'est pas une stabilité, c'est un frein invisible. Le silence stratégique n'est pas seulement se taire, c'est éviter le bruit qui t'empêche de grandir. La règle est simple. Avancer exige de sortir de ce que tu maîtrises déjà, même si cela te met mal à l'aise. Le progrès ne demande pas la permission. Il exige une rupture avec ce qui est connu. Tu crois que rester tranquille est un signe de contrôle, mais en réalité, c'est la peur déguisée en prudence. L'auto-illusion la plus courante est de penser que ne déranger personne te rend fort. Non, tu ne fais que repousser le conflit nécessaire avec toi-même. Si tu cherches la validation extérieure, chaque opinion d'autrui te manipule. Si tu attends le confort avant d'agir, la croissance te sera étrangère. Tu préfères l'écho de tes habitudes à l'inconfort d'un défi. Ce silence que tu revendiques n'est pas une stratégie, c'est de l'évitement. Au travail, tu restes sur des tâches que tu maîtrises déjà et tu évites de demander de nouveaux projets. L'horloge marque les mêmes heures, les réunions sont prévisibles. Ton chef ne demande même plus parce qu'il sait que tu ne proposeras rien de différent. Sur WhatsApp, tu lis les messages sans répondre pour ne pas affronter des conversations inconfortables. Le double check bleu reste là. Les sujets se refroidissent, la distance s'installe et personne ne mentionne le vide. À la salle de sport, tu répètes toujours la même routine parce que tu as peur de paraître maladroit en essayant autre chose. Tu gardes les mêmes poids, les mêmes exercices, ignorant les regards des autres qui progressent pendant que tu répètes. En couple, tu tais tes opinions pour ne pas déranger, mais tu te frustres en silence. Tu partages la table et le temps, mais chaque conversation est un terrain miné, chaque geste est mesuré pour éviter une dispute. Tout cela semble être de l'ordre, mais c'est la peur de l'inconfort qui pousse au véritable changement. Le résultat, tu deviens invisible dans ton environnement. Personne n'attend rien de différent de toi. Les opportunités passent, les autres te voient comme faisant partie du décor, pas du mouvement. L'air devient plus lourd à chaque endroit où tu choisis de te taire ou de répéter les mêmes choses. Le résultat te montre la vérité. Ce n'est que le début. La maîtrise, c'est choisir l'inconfort plutôt que l'habitude. Leçon 6. Ignorer les comparaisons externes. Cesser de regarder sur le côté renforce l'identité. Vous êtes en réunion de travail.
Et pendant que vous expliquez votre idée, votre attention se détourne vers la réaction des autres. Vous cherchez des signes d'approbation. Si quelqu'un acquiesce, vous vous détendez. Si quelqu'un fronce les sourcils, vous doutez de vous. Sans vous en rendre compte, votre assurance dépend de ce que font les autres et non de votre propre jugement. La règle est simple, votre progression se mesure à vos propres avancées, pas au rythme ou à l'opinion des autres. Se comparer constamment aux autres vous fait perdre le contrôle de votre propre processus. L'erreur consiste à regarder sur le côté en cherchant la validation ou la direction. Ainsi, vous ne faites que renforcer l'insécurité et la dépendance. La discipline stoïcienne exige un silence stratégique. Vous ne parlez pas de vos projets, vous ne cherchez pas les applaudissements, et vous ne vous laissez pas distraire par les réussites des autres. Chaque minute passée à regarder autour de vous est une minute que vous n'investissez pas dans votre propre développement. L'identité se construit dans le travail silencieux, non dans la compétition bruyante. À la salle de sport, vous vous arrêtez au milieu d'une série juste pour regarder le poids utilisé par la personne à côté de vous. L'entraîneur remarque votre distraction, mais ne dit rien. Au final, vous terminez votre séance sans vous souvenir à quelle répétition vous avez échoué, seulement de ce que les autres ont soulevé. Sur WhatsApp, vous attendez une réponse et vérifiez la dernière connexion de quelqu'un pendant que votre message reste non lu. Vous remarquez à quel point votre humeur s'ajuste à la notification et non à la conversation. En couple, vous voyez une photo d'une autre relation sur les réseaux sociaux et le silence à table devient plus lourd. Votre attention passe de ce qui vous appartient à ce qui appartient aux autres. L'habitude de regarder à l'extérieur affaiblit votre caractère et vous rend dépendant d'une norme que vous ne contrôlez jamais. Personne n'en parle, mais le changement est visible. Vous doutez, vous vous repliez, et votre présence perd de l'importance dans chaque situation. Le résultat vous montre la vérité. Dans la leçon suivante, vous allez apprendre pourquoi le silence stratégique est bien plus que se taire. C'est une position de pouvoir et de respect véritable. Leçon 7. Ne pas donner son avis sur tout. Garder ses commentaires préserve ton discernement. Ton problème n'est pas le manque d'informations, c'est le besoin constant de valider ton opinion à tout moment. L'erreur consiste à croire que donner son avis te rend toujours visible ou respecté. En réalité, cela te rend prévisible et facile à écarter. La règle est simple, celui qui donne son avis sur tout perd discernement et respect. Parler sans filtre affaiblit ton jugement. Chaque fois que tu commentes sur chaque sujet, tu te dilues. Ta voix devient un bruit de fond. Apporter ton opinion dans chaque conversation est la voie rapide pour perdre de la valeur. Si tu cherches la validation extérieure, tu deviens esclave de la réaction des autres. Personne n'accorde de valeur à la parole de celui qui ne sait pas se taire. Et celui qui ne sait pas se taire finit par trahir sa propre évolution. Pense au groupe WhatsApp du travail. Il y a toujours quelqu'un qui répond à chaque message, donne son avis même quand il n'a rien de pertinent à dire. Au début, il semble impliqué, mais avec le temps, son opinion pèse moins. Observe comment les autres cessent de lui répondre, les messages restent sans réaction, même les émojis se font rares, il devient un fond sonore qu'on n'écoute plus. Lors d'une réunion, si tu interromps avec des commentaires inutiles, tu ne fais que renforcer l'image de quelqu'un qui cherche l'attention, pas des solutions. Les collègues évitent de croiser ton regard. Les chefs avancent les points de l'ordre du jour pour éviter d'ouvrir des débats inutiles. À la fin, personne ne se souvient de tes paroles, seulement du bruit que tu as généré. En couple, donner son avis sur tout ce que fait l'autre ne crée que de la distance et de l'usure. Les conversations deviennent tendues, les silences s'allongent. L'autre commence à garder des détails pour lui, à éviter de partager pour ne pas recevoir un commentaire de plus. À la salle de sport, celui qui donne des conseils non sollicités finit ignoré. De petits groupes se forment autour de lui, mais personne ne l'invite. Les regards se croisent quand il parle, et on change d'appareil pour ne plus l'entendre. Le résultat te montre la vérité. Se taire, c'est se maîtriser.
Leçon 8. Le silence n'est pas une faiblesse. Se taire stratégiquement impose le respect. Tu es dans une réunion de travail. Tout le monde donne son avis. Certains élèvent la voix, d'autres interrompent. Toi, tu écoutes, tu filtres et tu ne parles que lorsque tu as quelque chose de pertinent à dire. Tu ne ressens pas l'urgence de combler les silences ni de prouver que tu en sais plus. Tu ne cherches pas l'approbation du groupe. Le principe est simple. Maîtriser le silence, c'est imposer son propre standard. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit à chaque instant. Quand tu parles moins, tu choisis tes mots avec discernement. Le silence n'est pas de la soumission, c'est du contrôle. Tu ne te laisses pas distraire par l'opinion des autres, ni piéger par le besoin de reconnaissance immédiate. Ta priorité, c'est de progresser, pas d'impressionner. Celui qui se retient observe davantage et comprend mieux le jeu. Tu apprends à distinguer l'essentiel du superflu. Dans un chat WhatsApp, tu ne réponds pas à chaque message, juste pour être présent. Tu réponds lorsque tu as quelque chose de concret à apporter, pas pour être visible. Dans une dispute de couple, tu ne tombes pas dans la provocation ni ne te laisses emporter par le bruit émotionnel. À la salle de sport, tu t'entraînes en silence, sans ressentir le besoin de raconter chaque réussite. La discipline réside dans le contrôle, pas dans l'exposition. Lors d'un repas entre amis, tandis que les autres remplissent l'air d'anecdotes et de plaisanteries, tu te contentes d'écouter. Il y a des moments où ton silence devient lourd et les autres baissent la voix en s'adressant à toi. Au bureau, après une de tes interventions, le groupe observe quelques secondes de pause, mesurant leurs réponses. Même dans l'ascenseur, les gens évitent les conversations futiles avec toi. Le respect se manifeste dans les gestes, regards attentifs, moins d'interruptions, des silences qui pèsent. Le résultat, les gens commencent à peser leurs mots avec toi. Ton silence impose le respect et tu gardes le cap sur ton propre progrès sans gaspiller ton énergie à rechercher des validations extérieures. Au final, ce n'est pas le bruit qui fixe la norme, mais ta décision de te taire quand il le faut. Ce n'est que le début. Leçon 9. Priorise l'action sur l'approbation. Agir sans chercher les applaudissements. Accélère les résultats. Arrête de chercher les applaudissements avant d'agir. Tu n'as pas besoin de témoins pour commencer, ni pour continuer. La véritable croissance se fait en silence, pas sous les projecteurs. La règle est simple. Organise tes priorités et place l'action au-dessus de l'approbation. Lorsque tu laisses le jugement extérieur définir ton rythme, tu perds la maîtrise de ton propre progrès. Le bruit des autres n'est qu'une distraction qui ne fait que nourrir ton ego et affaiblir ton caractère. Si tu attends l'approbation, tu deviens dépendant de l'élan des autres et tu sacrifies ton propre discernement. Le respect de soi se construit dans la discrétion, sans besoin de reconnaissance immédiate. Au travail, pendant que tu regardes ton téléphone en attendant des messages d'approbation après avoir envoyé un rapport, tu perds un temps précieux que tu pourrais investir à améliorer le prochain. L'écran noir reflète ton visage impatient, tes doigts tambourinent sur la table pendant que les minutes passent et que le mail n'arrive pas. À la fin de la journée, la productivité se dilue dans l'attente. À la salle de sport, tu cherches des regards ou des commentaires sur tes progrès au lieu de te concentrer sur ta routine. Tu t'arrêtes pour jeter un coup d'œil si quelqu'un a remarqué le poids supplémentaire sur la barre, mais personne ne dit rien et le muscle ne grandit pas avec l'attention des autres. Même sur WhatsApp, tu envoies des captures de tes réussites en attendant des réponses qui renforcent ton estime de toi. Les applaudissements digitaux arrivent, mais ils ne suffisent jamais. Tu finis par vérifier la conversation au milieu de la nuit, cherchant une autre réaction. Tout cela n'est que du bruit. Le vrai progrès se mesure à ce que tu fais quand personne n'applaudit. Les résultats ne mentent pas, le rapport amélioré, la force accrue, la tâche accomplie. L'environnement reste le même, la différence est en toi. Le résultat te montre la vérité. Dans la leçon suivante, tu vas voir comment établir des limites concrètes pour que ta discipline ne dépende pas de l'humeur de ton entourage. Fais ce que tu as à faire. Leçon 10. Pose des limites
à ce que tu partages. Garder des informations personnelles réduit la vulnérabilité. Musonius Rufus a dit « Les paroles d'un philosophe qui ne guérissent aucun mal de l'homme sont vides ». En d'autres termes, la connaissance sans action n'est que divertissement. Le principe est simple, chaque donnée personnelle que tu livres sans discernement est un risque que tu choisis d'assumer. Dévoiler tes projets, tes problèmes ou tes réussites à n'importe qui ne te donne pas de pouvoir. Cela te fait perdre le contrôle. Trop partager nourrit la curiosité des autres et laisse des portes ouvertes à leurs opinions, jugements ou manipulations. Le besoin de tout raconter est un piège de faiblesse. Tu cherches l'approbation, mais tu n'obtiens que de l'exposition. Le silence stratégique est une discipline. Il te protège des attaques inutiles et te permet de te concentrer sur ton propre progrès sans distractions extérieures. Si tu ne filtres pas ce que tu partages, tu augmentes ta vulnérabilité et tu réduis ta marge de manœuvre. Au travail, chaque fois que tu révèles tes doutes ou tes projets à quelqu'un qui ne devrait pas les connaître, tu donnes un avantage aux autres et tu te mets en position de faiblesse face à tes supérieurs ou collègues. La conversation dans la salle de pause s'arrête à peine tu sors. Les commentaires commencent à circuler à voix basse. Un geste, un regard complice entre collègues te confirme qu'ils en savent déjà plus qu'il ne faudrait. Tu observes ton chef te confier moins de responsabilités ou tes collègues éviter de t'impliquer dans des projets importants. Chaque mot a son écho. Sur WhatsApp, raconter des détails intimes dans un groupe finit en ragot ou en moquerie. Le message transféré, l'emoji sarcastique, le silence qui suit ta confession sont des signaux clairs. En couple, exposer tes conflits à des tiers ne fait que compliquer le problème et te prive de ta marge de confidentialité. La dispute s'élargit, les avis extérieurs interfèrent et la distance grandit. À la salle de sport, parler de tes objectifs à n'importe qui ne génère que de la concurrence inutile ou des critiques creuses. Les commentaires ironiques, les regards évaluateurs et le changement d'attitude de ceux qui t'entourent sont immédiats. Chaque mot de trop est un terrain que tu abandonnes. Le résultat te révèle la vérité et il y a plus. Maîtrise. Le silence ne s'interprète pas, il s'impose. Leçon 11. Personne ne te doit de reconnaissance. Accepter l'indifférence des autres libère ton potentiel. Ne tombe pas dans le piège de chercher l'approbation à chaque pas. N'attends pas d'applaudissements pour chaque petite réussite. Arrête de regarder autour de toi pour voir si l'on te reconnaît avant d'avancer. Le principe est brutal. Personne n'est obligé de te célébrer. Personne n'a pour tâche de valider tes efforts. Le monde continue, qu'on t'applaudisse ou non. Tant que tu insistes pour qu'on te doive de la reconnaissance, tu remets le contrôle de tes progrès entre les mains des autres. Tu deviens dépendant de la réaction d'autrui et ta discipline devient fragile. C'est une condamnation invisible. Chaque fois que tu ne reçois pas d'attention, tu perds ta motivation. Chaque fois qu'on ne te félicite pas, tu doutes de ton propre jugement. Ainsi, on perd du temps et le caractère s'érode. Le silence des autres n'est pas du mépris, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence est l'épreuve la plus difficile de ton autonomie. Au travail, tu termines un projet et personne ne commente quoi que ce soit. La salle reste inchangée, les claviers continuent de résonner, personne ne te regarde. Au lieu de passer au défi suivant, tu t'arrêtes. Tu vérifies la messagerie à la recherche d'un message, d'une félicitation qui ne vient pas. Le curseur clignote, les minutes passent et l'écran reste muet. Quand rien n'arrive, tu perds ton élan, tu te disperses, tu te plains à qui veut bien l'entendre. L'ambiance ne change pas. Les gens restent concentrés sur leurs propres affaires. Il n'y a pas de regard, pas même un geste d'approbation. À la salle de sport, tu bats ton record, tu reposes l'haltère à sa place, tu regardes autour de toi en espérant une reconnaissance. Personne ne s'approche. Tous poursuivent leur routine. L'entraîneur ne tourne même pas la tête. Si personne ne dit rien, tu te demandes si ça en valait la peine. Même dans ton cercle proche, chaque progrès exige des témoins.
Tu partages une nouvelle en attendant une réaction, mais quelqu'un consulte son téléphone, un autre change de sujet, la conversation s'effiloche. Résultat, ta croissance dépend du bruit extérieur, non de ta discipline intérieure. Ainsi, tu stagnes. La vérité qui dérange, le problème se trouve dans ton miroir. Si ton avancement dépend de l'écho des autres, il ne sera jamais durable. Si tu n'acceptes pas l'indifférence, tu n'auras jamais un vrai contrôle sur ta vie. Personne ne te doit rien. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et d'autocontrôle. Maîtrise. Avancer sans témoin. Si tu choisis le silence stratégique et la discipline quotidienne, tu n'es pas juste quelqu'un de plus à la recherche d'applaudissements vides. Tu es quelqu'un qui construit dans l'ombre, sans demander la permission, ni chercher l'approbation. Tu es le genre de personne qui comprend que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu cultives en privé. Ta croissance n'est pas un spectacle, c'est une conviction. Ton cercle n'est pas une foule, c'est un filtre. Si tu privilégies l'action à l'opinion, si tu mets des limites à ce que tu partages, si tu ignores le besoin de reconnaissance extérieure, alors tu ne fais pas qu'avancer. Tu deviens quelqu'un d'imperturbable, difficile à manipuler, impossible à distraire. Voilà l'identité que tu choisis chaque jour, pas celle que les autres t'attribuent. Car celui qui maîtrise le silence et sa propre direction n'a pas besoin de validation. Il a besoin de résultats. Si tu te définis par tes actes et non par tes paroles, par tes progrès et non par l'approbation, tu sais déjà à quel groupe tu appartiens. Les autres, eux, ne font qu'observer de l'extérieur. Dis en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. C'est cela qui te définit. C'est de penser que les loisirs ne sont qu'une distraction ou une échappatoire. Il est confortable de croire que peu importe ce que tu fais de ton temps libre, tant que ce n'est pas nuisible. Mais ce confort est dangereux. La façon dont tu choisis tes loisirs révèle la différence entre te construire ou te gaspiller. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit d'expliquer pourquoi ceux qui réussissent ne misent pas sur des passe-temps choisis au hasard. Il s'agit de comprendre que ce que tu fais en dehors du travail compte autant que ta profession. Les loisirs peuvent entraîner ton caractère ou l'affaiblir. Et presque personne ne le prend au sérieux. Si tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, regarde comment tu occupes tes heures libres. Les médiocres attendent que le divertissement leur sauve la journée. Ceux qui progressent choisissent des activités qui exigent discipline, attention, stratégie. Ce n'est pas de la chance, c'est un schéma de comportement. Le bon loisir t'apporte discernement, compétences utiles et force de caractère. Le mauvais ne t'apporte qu'évasion. Ne confonds pas plaisir et progrès. Tu peux passer des années à t'amuser et rester tout aussi fragile, dispersé, sans discernement. Le changement commence quand tu choisis des loisirs qui t'obligent à réfléchir, à te mesurer, à t'améliorer. Quand tu comprends que le vrai repos est celui qui te rend plus fort, pas celui qui t'endort. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon, l'action cohérente, est celle que tu auras le plus de mal à accepter. Si cela résonne en toi, abonne-toi. Première leçon, choisis avec intention, pas par impulsion, décider consciemment de tes loisirs, évite la médiocrité automatique. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Ton temps libre construit aussi ton caractère. Il n'existe pas de neutralité. Chaque choix additionne ou soustrait. La règle est simple, les loisirs que tu choisis délibérément te construisent. Ceux que tu suis par impulsion te stagnent. Choisir des passe-temps au hasard, simplement parce qu'ils divertissent ou font passer le temps, est une recette sûre pour la médiocrité automatique. Le loisir sans discernement est le terreau fertile où pousse la paresse mentale et le manque de direction. Si tu n'organises pas tes moments hors du travail, ces espaces se remplissent de distractions qui ne t'apportent rien. C'est confortable, oui, mais cela ne t'emmène nulle part de précieux. Chaque heure investie dans quelque chose qui ne t'exige pas ou ne t'améliore pas est une heure de moins pour te construire toi-même.
Ce n'est pas juste du divertissement, c'est une décision sur qui tu vas devenir. Exemple quotidien, tu rentres fatigué du travail. Sans réfléchir, tu allumes la télévision et passes 2 heures à regarder n'importe quoi. Ou tu ouvres ton téléphone et te perds dans des vidéos et des messages sans filtre. Tu dis que tu déconnectes, mais en réalité, tu cèdes ton temps à des habitudes qui ne t'apportent rien d'utile. Le salon reste silencieux, seulement le murmure constant de l'écran et le reflet bleu sur ton visage. Dehors, la journée se termine sans que tu remarques le passage des heures. Parfois, tu ne te souviens même plus de ce que tu as vu ou lu. À l'inverse, tu pourrais choisir un loisir qui t'apprend quelque chose de concret. Apprendre une langue, améliorer ta force à la salle, lire un livre qui challenge ta pensée, programmer, t'exercer à l'écriture, résoudre des problèmes de logique. Imagine une soirée différente. Tu poses le téléphone face contre table, tu ouvres ce livre en attente et tu lis 20 pages, ou tu sors marcher en écoutant un podcast dans une autre langue. À la salle de sport, tu croises les mêmes visages décidés. Il y a un salut bref, un regard de reconnaissance. La différence se voit, ton corps répond, ton esprit connecte de nouvelles idées. Même les autres le remarquent. On commence à te demander ce que tu lis, tes progrès physiques, ce nouvel intérêt que tu n'avais pas avant. Je ne parle pas d'éliminer le divertissement, mais de lui mettre une limite et de choisir une activité qui te construit, ne serait-ce que 30 minutes par jour. Cette différence, répétée tout au long de l'année, sépare ceux qui avancent de ceux qui restent les mêmes. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Deuxième point. Leçon 2. Ce que tu pratiques se remarque. Cultiver des passe-temps utiles élève la manière dont les autres te perçoivent. Arrête de remplir ton temps avec des distractions vides. Ne permets pas que tes loisirs ne soient que des échappatoires à la réalité. Choisis des activités qui te construisent, pas qui t'anesthésient. La norme est simple, ce que tu pratiques au quotidien se reflète dans ton caractère et dans le respect que tu inspires. Chaque minute investie dans un passe-temps inutile est un vote en faveur de la médiocrité. Si tes loisirs ne t'apportent ni discernement, ni compétence, ni discipline, ils te font perdre. Les personnes à succès ne laissent pas leurs intérêts au hasard. Elles choisissent des passe-temps qui leur donnent des outils, qui les poussent à mieux réfléchir, à agir avec plus de maîtrise et à se distinguer des autres. Il ne s'agit pas de remplir le temps, mais de l'utiliser pour construire quelque chose en toi. Observe-le au quotidien. Le samedi arrive, le groupe se réunit. Certains parlent de la série du moment, de même, de la dernière tendance sur les réseaux. Toi, sans chercher à attirer l'attention, tu mentionnes que cela fait des semaines que tu perfectionnes une recette complexe, ou que tu as réussi à lire un livre difficile, ou que tu as terminé une formation technique. Les expressions changent. Il y a un court silence, puis des questions. Quelqu'un te demande d'expliquer davantage, un autre te demande le nom du livre. La conversation change de ton. Tu n'es plus un parmi d'autres. Le poids de ton discernement se fait sentir. Quelques jours plus tard, au bureau, un problème inattendu surgit. Celui qui passe des heures sur des passe-temps futiles reste silencieux, attend des instructions. Toi, tu proposes une solution basée sur ce que tu as appris en dehors du travail. Tu ne le dis pas pour te vanter, cela vient simplement. Les autres le remarquent. La chef t'observe un peu plus longtemps que d'habitude avant de répondre. Elle note quelque chose dans son carnet, pas besoin d'expliquer. La différence est déjà installée. À un autre moment, une connaissance te demande un conseil. Il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche celui qui a quelque chose de personnel derrière, celui qui a cultivé quelque chose au-delà du superficiel. Le respect ne s'exige pas, il se manifeste dans les détails, ta façon de répondre, de soutenir le regard, de choisir tes mots. Les autres ajustent leur manière de te traiter. Les invitations changent, les sujets de conversation aussi. Ce n'est pas un hasard, c'est ton manque de discernement. Cette erreur semble petite, la suivante ne le sera pas. Maîtrise silencieuse. Leçon 3.
Investis ton énergie, ne la gaspille pas. Te consacrer à des activités qui te défient renforce ta vitalité et ta concentration. Musonius Rufus a dit « Si tu désires le bien, obtiens-le de toi-même ». Traduction: attendre des autres qu'ils changent ta vie, c'est céder ton pouvoir. La règle est simple, choisis des passe-temps qui développent des compétences utiles et un jugement solide, où tu paieras le prix d'une vie médiocre. La plupart gaspillent des heures dans des distractions qui ne font qu'engourdir l'esprit. Le coût n'est pas seulement le temps, c'est la détérioration de ta discipline, de ton jugement et de ta capacité à te concentrer. Quand tu consacres ton énergie à des activités qui ne te défient pas, tu deviens plus faible, moins capable de faire face aux vrais problèmes. Chaque minute investie dans des passe-temps vides est une minute qui ne construit rien. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent réside dans la façon dont ils utilisent leur temps en dehors du travail. Certains s'entraînent, d'autres se dissipent. Observe un après-midi ordinaire. Quelqu'un sort du bureau, traverse la ville en transports en commun avec des écouteurs sur les oreilles, plongé dans des vidéos courtes. En arrivant à la maison, l'écran du téléviseur s'allume presque par réflexe. Le canapé devient un refuge et les minutes s'évaporent. Personne ne remarque le passage du temps, sauf par le bâillement automatique et la sensation de lourdeur à la fin de la journée. Le lendemain, la conversation au travail tourne autour de la dernière série. Les visages sont les mêmes, les sujets aussi. Rien ne change. Ailleurs, à la même heure, quelqu'un d'autre rentre chez lui et enfile ses baskets pour aller courir. L'air froid lui frappe le visage, mais il continue. À son retour, il ouvre un livre, prend des notes. Peut-être consacre-t-il 1 heure à pratiquer un instrument ou à réviser des phrases dans une autre langue. Il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, seulement le silence et le progrès. La famille observe cet effort du coin de l'œil. D'abord avec scepticisme, puis avec une certaine curiosité. Un jour, quelqu'un demande comment il a réussi à apprendre quelque chose de nouveau ou pourquoi il semble moins fatigué que les autres. Le changement est visible, la posture, le regard, la manière de réagir aux problèmes quotidiens. Ceux qui se dissipent ne remarquent le vide que lorsqu'il devient trop évident, oubli fréquent, irritabilité, sensation de stagnation. Ceux qui s'entraînent voient les fruits dans les moindres détails. Plus de patience, moins de réactivité, des opportunités que d'autres ne voient même pas. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est ta vie et ton jugement que tu mets en jeu. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. La maîtrise, c'est choisir le défi quand personne ne regarde. Dans la prochaine leçon, je vais te montrer comment distinguer les activités qui te construisent de celles qui ne font que t'occuper. Leçon 4. Apprends à t'ennuyer sans abandonner. Soutenir la pratique quand la nouveauté disparaît. Entraîne ta véritable persévérance. Tu es à la salle de sport et après 2 semaines, la motivation s'évapore. Il n'y a plus de selfie, plus d'envie de te vanter. Tu répètes simplement la routine, sans applaudissements, sans nouveauté. Le bruit des haltères ne te dit plus rien. Tu sens la sueur sur ton front, mais il n'y a pas de satisfaction immédiate, seulement l'écho de tes propres pas entre les machines vides. Dans les vestiaires, les autres poursuivent leur conversation, mais tu n'as plus rien à raconter. Tu regardes l'horloge, comptant les minutes jusqu'à la fin, tandis que l'écran de ton téléphone reste noir, sans nouveaux messages ni notifications pour te distraire. Ou sur WhatsApp, tu rejoins un groupe pour apprendre quelque chose de nouveau, mais quand la conversation devient monotone, tu cesses de participer. Le groupe reste actif, mais ce qu'ils disent ne t'intéresse plus. Les messages s'accumulent sans être lus. Personne ne t'oblige à rester. Personne ne t'exige de terminer. Le silence de ton absence ne gêne personne. Cela ne se remarque que dans la liste des membres, où ton nom reste figé, sans activité, comme un meuble oublié dans un coin. La règle est simple. Ce que tu fais quand la nouveauté disparaît définit ton vrai caractère. La plupart abandonnent juste au moment où l'excitation initiale s'éteint.
Ils confondent l'ennui avec un signal qu'il faut abandonner. Mais la compétence ne se construit pas dans les moments amusants. Elle se forge dans la lassitude, la répétition, dans la discipline de soutenir la pratique quand personne ne regarde et quand ton ego réclame une excuse pour tout arrêter. Si tu ne choisis que des passe-temps et des pratiques pour le plaisir immédiat, tu ne développeras jamais de jugement solide ni de compétences utiles. Ton seuil d'inconfort sera celui d'un amateur. Imagine-toi au travail. Tu commences un cours de spécialisation et, au 3e module, tout te paraît répétitif. Le professeur répète les mêmes concepts, les devoirs s'accumulent et tu ouvres la plateforme chaque fois avec moins d'enthousiasme. Tu songes à abandonner parce que ça ne t'apporte plus rien. Mais c'est la voie de la médiocrité. Celui qui se démarque, c'est celui qui termine ce qu'il commence, même quand la seule récompense est de savoir qu'il a résisté à la tentation d'abandonner. Ou dans une relation, tout est nouveauté au début, mais quand la routine s'installe, tu cherches des distractions au lieu de maintenir l'engagement. Les conversations deviennent prévisibles, les silences plus longs et les sorties moins fréquentes. C'est ainsi que l'inconstance s'entraîne. Le résultat te montre la vérité. Et il y a plus. Leçon 5. Montre des résultats, pas des opinions. Laisse tes progrès parler pour toi, cela t'impose avec autorité. Marc Aurèle a dit « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. » En pratique, le problème n'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière dont tu l'interprètes. La règle est simple, ta vraie valeur se mesure à ce que tu produis, pas à ce que tu penses. Beaucoup tombent dans l'illusion de croire que parler, commenter ou critiquer les rapproche du succès. La vérité est tout autre. Seule la discipline de développer des compétences et de montrer des progrès solides sépare ceux qui avancent de ceux qui ont toujours une opinion, mais jamais de résultat. Ton jugement se forge dans l'action, pas dans les paroles. Quand tu choisis des passe-temps qui développent des capacités utiles, le résultat devient visible et t'impose avec une autorité réelle. L'opinion est facile, le progrès non. Observe une réunion de travail. Quelqu'un prend la parole, expose des théories sur la façon dont le processus devrait fonctionner, critique la méthode d'un autre, suggère des changements. Quand tu examines son historique, il n'y a pas de livrable, aucun fichier terminé, aucune métrique pour soutenir ses paroles. Le silence gênant qui suit la demande de résultats en est la conséquence. Les autres le remarquent, regards échangés, gestes brefs de méfiance, notes griffonnées sur des carnets. En revanche, celui qui arrive avec un rapport terminé, une solution mise en œuvre, se contente de le montrer. Il n'y a pas de discussion. L'atmosphère change, les questions cessent, l'attention se porte sur le résultat. À la salle de sport, celui qui parle peu et s'entraîne chaque jour n'a pas besoin de défendre sa méthode. Le progrès est visible. La charge qui augmente sur la barre, les vêtements qui tombent différemment, la sueur laissée sur le banc. Les regards des autres s'attardent. L'entraîneur acquiesce en silence. Il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. À la maison, celui qui fait vivre la relation par des actions, prépare le dîner, résout un problème, tient ses promesses, n'entre pas dans de longs débats sur l'engagement. L'atmosphère est différente, moins de mots, plus de confiance. Les gestes deviennent directs, les disputes s'apaisent. Dans tous les cas, la conséquence est la même. L'environnement répond au progrès réel, pas à l'opinion. Le respect ne se négocie pas, il s'impose. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Ce n'est que le début. Leçon 6. Ton environnement fixe ton standard. T'entourer de personnes qui développent leurs compétences, élève ton propre niveau. Tu es à une réunion et le sujet dérive vers ce que chacun fait en dehors du travail. Certains racontent qu'ils passent des heures sur des jeux vidéo, d'autres sur des séries, et un seul mentionne qu'il apprend une nouvelle langue. Personne ne réagit. On passe au sujet suivant. Tu te demandes alors si cela vaut vraiment la peine d'investir du temps dans quelque chose d'exigeant quand personne autour de toi ne le fait. La règle est simple.
Ton environnement définit ce que tu considères comme normal, et normal est le plafond de ton ambition. Tu quittes la réunion et tu rentres chez toi à pied. La conversation continue de résonner dans ta tête. Tu consultes ton téléphone. Le groupe WhatsApp regorge de mèmes, de plans pour de la restauration rapide, de blagues éculées. Tu proposes de vous entraîner ensemble ce week-end. Tu ne reçois qu'un emoji qui rit et quelques messages ignorés. Un silence sec, suivi d'une invitation à regarder le match. Tu prends une bière, tu t'installes sur le canapé et, sans t'en rendre compte, ton idée initiale de t'améliorer se dissout dans les rires et les distractions. Le cycle se répète la semaine suivante, puis encore la suivante. Si tu t'entoures de personnes qui ne cherchent que la distraction, ton critère s'aligne sur le minimum d'effort. Tu perds l'élan de t'exiger davantage parce que personne ne te le demande. La conséquence est invisible, mais dévastatrice. Ton standard se fige dans la médiocrité. Pas de pression positive, pas de comparaison qui dérange, pas de défi. Résultat, tu consacres ton temps et ton énergie à des passe-temps qui ne font qu'amuser, jamais construire. Tu perds des années précieuses à répéter ce qui est confortable et facile, tandis que d'autres avancent. Tu aperçois une connaissance à la salle de sport, s'entraînant seul. Il ne salue pas, il hoche simplement la tête. Il est concentré, il sort en sueur sans se retourner. Le lendemain, tu le vois sur les réseaux en train de partager une nouvelle certification. Le contraste est inconfortable. Ton groupe n'en parle même pas, comme s'il n'existait pas. L'écart se creuse. Pense au groupe WhatsApp avec tes amis de toujours. Si tu proposes d'aller courir, tout le monde trouve des excuses. Si tu suggères d'apprendre quelque chose de nouveau, il change de sujet. Que fais-tu? Tu t'adaptes. Tu choisis la voie facile. Jeux vidéo, bière, comme d'habitude. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'au même moment, ailleurs, d'autres s'entraînent, lisent, progressent. Eux deviennent des références, les uns pour les autres, et élèvent leurs standards. Toi, tu restes le même. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Dans la prochaine leçon, tu verras comment la discipline quotidienne dans tes pratiques personnelles détermine, sans marge d'erreur, le niveau de respect que tu inspires. Tout le monde n'est pas capable de supporter l'inconfort d'un environnement exigeant. Leçon 7. Ne te disperse pas. Un objectif, un loisir. Concentrer tes efforts sur une seule compétence accélère ton progrès. Ton problème n'est pas un manque de motivation ou de temps, c'est que tu te disperses dans trop de choses qui n'apportent rien. L'erreur, c'est de croire qu'essayer 1000 loisirs te rend plus complet. La réalité, cela ne fait que te fragmenter. La règle est simple, choisis un objectif clair et un seul loisir qui développe une compétence utile, puis transforme-le en discipline quotidienne. Quand tu passes d'une activité à l'autre, tu n'avances jamais vraiment dans aucune. La dispersion se déguise en curiosité, mais en réalité, c'est un manque de discernement et de contrôle. Chaque fois que tu ajoutes un nouveau passe-temps juste pour te divertir ou suivre la mode, tu affaiblis ton véritable progrès. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de choses que tu essaies, mais dans laquelle tu deviens vraiment bon, car c'est là que se construit ton avantage et ton jugement solide. Au travail, tu t'inscris à tous les cours, guitare, cuisine, photographie, langue. Chaque semaine, tu commences quelque chose de nouveau, mais tu ne termines rien. Sur WhatsApp, tu te vantes d'avoir beaucoup d'intérêt, mais quand on te demande dans quoi tu es vraiment doué, tu ne sais pas quoi répondre. À la salle de sport, tu changes de routine chaque mois parce que tu t'ennuies, mais tu n'as pas de résultat clair. À la fin de l'année, tu as une liste de tentatives et zéro progrès réel. Ce n'est pas le destin, c'est ton comportement répété. La dispersion a des conséquences concrètes. Observe ton bureau, rempli de livres ouverts à moitié, de cahiers dont seules les premières pages sont écrites, le reste est vierge, de matériel de peinture dont tu ne te souviens même plus de l'achat. Ton téléphone vibre avec des notifications de groupes différents, tous liés à une activité que tu n'as essayé qu'une ou deux fois. Des chaises couvertes de vêtements de sport, pour des disciplines que tu as abandonnées sans prévenir personne.
Lors des réunions, quand le sujet des compétences est abordé, tu restes silencieux. Les autres mentionnent des réussites, des certifications, des projets terminés. Toi, tu fais un geste vague, tu souris, mais personne ne te pose davantage de questions. La conversation continue sans toi. Tes amis ne t'invitent plus à leur tournoi d'échecs ni aux sorties de randonnée. Ils savent que tu ne confirmes jamais ou que tu ne viens qu'une fois puis tu disparais. Au travail, ton chef cesse de te confier des tâches importantes parce qu'il sait que tu manqueras de concentration pour les terminer. À la maison, tes parents ou ton partenaire ne te demandent plus de nouvelles de tes projets personnels. Ils acquiescent simplement en silence, croisent les bras et changent de sujet. La maîtrise n'est reconnue que lorsqu'elle est visible. Leçon 8. Cesse de chercher la validation externe. Pratiquer par conviction et non pour l'approbation renforce ton discernement. Il y a quelque chose que tu dois accepter. La ligne qui sépare celui qui progresse de celui qui stagne est invisible, mais elle existe. Tout ce qui semble inoffensif ne l'est pas forcément. Si tu franchis cette limite, tu perds le contrôle de ton propre discernement. La règle est simple, seuls ceux qui choisissent leur passe-temps par conviction et non pour obtenir l'approbation, développent un discernement solide et des compétences utiles. Quand tu choisis tes activités en fonction du regard des autres, ton développement ne t'appartient plus. Tu deviens dépendant des réactions extérieures. Cela t'oblige à adapter tes intérêts et ton temps à ce que les autres attendent et non à ce que tu as réellement besoin de construire. Le résultat, tes compétences sont superficielles. Ton discernement s'affaiblit, ton autodiscipline se relâche. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu sacrifies une croissance réelle pour une acceptation passagère. Pense à celui qui publie chaque progrès sur les réseaux en attendant des applaudissements, ou à celui qui ne suit un cours que si c'est à la mode parmi ses amis. Il choisit ses passe-temps, ses sports, même ses livres, seulement s'ils lui garantissent des « j'aime » ou des commentaires. Avec le temps, il devient incapable de pratiquer dans le silence. Il n'évolue pas et n'avance pas. Il ne fait que répéter ce que les autres valident. Quand il doit résoudre quelque chose d'important ou prendre des décisions sous pression, il n'a ni les outils ni le discernement nécessaire. Son progrès est une illusion. Regarde comment, dans une conversation, ce genre de personne attend des regards d'approbation avant d'apporter une opinion. Observe comment il vérifie son téléphone après chaque commentaire, cherchant des réactions, lisant les gestes des autres, ajustant sa posture selon l'ambiance sociale. Les silences le mettent mal à l'aise. Si personne ne répond, il se replie, évite d'approfondir. Son identité se dilue peu à peu dans ce que les autres considèrent acceptable. La conséquence est directe. Tu deviens insignifiant à tes propres yeux. Si tes passe-temps, tes pratiques et tes habitudes dépendent du regard des autres, tu ne construis jamais une base solide. L'approbation externe n'est jamais suffisante et ton discernement s'érode sans que tu t'en aperçoives. Ton véritable progrès s'arrête dès que tu commences à chercher des applaudissements au lieu de résultats. C'est ici que cela empire. La maîtrise est solitaire. Leçon 9. L'utile chasse le trivial. Remplacer les passe-temps vides par des compétences pratiques transforme ta vie quotidienne. Sénèque a dit « Ce qui nous trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais notre opinion sur ce qui arrive. » En d'autres termes, ta réaction définit ton pouvoir, pas la situation. La règle est simple. Ce que tu choisis de faire de ton temps libre révèle ton véritable jugement et détermine ta valeur réelle. Beaucoup pensent que le succès dépend de grandes opportunités ou de talents innés, mais le véritable facteur distinctif est la qualité de tes choix quotidiens. Les médiocres remplissent leurs heures de distraction bon marché et de passe-temps sans retour. Ceux qui progressent choisissent des loisirs qui développent des compétences utiles, du discernement et de l'autocontrôle. Si tes moments de loisirs ne t'exigent ni discipline, ni ne te laissent meilleur qu'avant, ils ne font qu'alimenter la faiblesse. Le choix délibéré d'activités pratiques te distingue de la masse, car il transforme chaque instant en investissement. Après le travail, observe la scène.
La majorité sort en traînant les pieds, consulte des notifications sans regarder personne et s'assoit sur le canapé avec la télévision en bruit de fond. La télécommande passe de main en main. Personne ne dit rien de significatif. De l'autre côté, il y a celui qui ferme l'ordinateur, enfile ses baskets et part courir sous une légère bruine. Il rentre chez lui, prend un livre et note des phrases, ou il se connecte à un cours en ligne pendant que les autres ne se souviennent même plus de ce qu'ils ont vu à l'écran. Sur WhatsApp, les groupes se remplissent de messages vides. Les notifications retentissent, mais il n'y a aucun contenu qui vaille la peine. Certains lisent en silence, d'autres répondent par des monosyllabes. À l'inverse, ceux qui cherchent à avancer participent à des discussions où l'on analyse des stratégies, partage des documents, propose des projets. Le lendemain, ces mêmes personnes reçoivent des messages privés avec des invitations à collaborer sur quelque chose de concret. Le changement est visible. De nouvelles opportunités, une autre réputation. En couple, la différence devient évidente avec le temps. Certains répètent le même rendez-vous dans le même restaurant, parlent peu et regardent leur téléphone. D'autres choisissent de planifier ensemble un objectif, s'inscrivent à un atelier, organisent une longue promenade où surgissent des conversations différentes. L'ambiance change, il y a des défis, des silences gênants, mais aussi un respect croissant. Si tu cherches seulement la distraction, tu répètes le cycle. Si tu choisis de construire, tu t'en détaches. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Dans la leçon suivante, tu verras comment l'environnement que tu tolères définit ta norme et pourquoi accepter la médiocrité est la première étape pour la perpétuer. Leçon 10. Fais le même si tu n'en as pas envie. Agir avec constance, même sans motivation, c'est ce qui fait la différence. Ton problème n'est ni le manque de talent, ni l'absence d'opportunité. C'est que tu n'agis que lorsque tu te sens inspiré ou motivé. Tu crois que la motivation est le moteur, mais ce qui te fait vraiment couler, c'est l'incapacité à maintenir une routine utile une fois que l'émotion s'est éteinte. Le comportement qui sépare ceux qui obtiennent des résultats de ceux qui stagnent est simple. Les personnes qui réussissent choisissent et maintiennent des loisirs, des habitudes et des pratiques qui construisent des compétences utiles, même si cela les ennuie, même si elles n'en ont pas envie, même si personne ne les applaudit. La discipline n'attend pas que le corps ou l'esprit le veuille. Elle s'exécute par devoir, pas par caprice. Se tromper soi-même, c'est penser que la réussite dépend de l'inspiration, que le jugement se forme seulement quand ça vient tout seul. Mais la réalité est différente. Le muscle du discernement se construit à chaque répétition inconfortable, chaque jour où tu t'assieds pour écrire, lire, t'entraîner, apprendre quelque chose de précieux, même si la motivation est morte. Le médiocre attend d'avoir envie. Le discipliné agit de la même manière, qu'il en ait envie ou non. Cette différence qui paraît minime est un abîme dans les résultats sur 5 ans. Regarde dans le quotidien. Le médiocre rentre à la maison et allume la télévision parce qu'il est fatigué. Il zappe, dit n'importe quoi et se laisse aller sur le canapé avec la lumière bleue de l'écran sur le visage. Celui qui progresse se force à lire, à pratiquer, à programmer, à améliorer une compétence. Il passe la porte, pose son sac, se sert un verre d'eau et s'assied à son bureau pour réviser ce qu'il s'est promis de faire avancer, même si le silence de la maison pèse. Le médiocre abandonne la salle de sport à la 3e semaine parce qu'il ne ressent plus le rush du début. Le discipliné y va quand même sous la pluie ou quand la musique de la salle l'agace. Le médiocre choisit des loisirs qui ne font que divertir et se justifie en disant qu'il faut aussi profiter. Celui qui avance choisit des loisirs qui construisent du discernement, de l'autocontrôle et de la capacité à décider. Le premier se noie dans les excuses. Le second se forge dans l'habitude inconfortable. Les conséquences ne tardent pas à se manifester. Le médiocre commence à éviter ceux qui le confrontent à sa routine vide. Il baisse les yeux quand on lui demande où en est son projet.
Le discipliné, même s'il ne parle pas de ses progrès, reçoit le respect silencieux de ceux qui observent ses actes. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et d'autocontrôle. Personne ne va te respecter pour faire ce qui est facile quand tu en as envie. Le respect envers soi-même et des autres se gagne en faisant ce que tu dois, même quand tout en toi crie que tu n'en as pas envie. Tu peux continuer à attendre d'être inspiré, mais le temps t'écrasera quand même. La différence entre celui qui construit et celui qui reste spectateur, ce n'est pas le talent. C'est qui agit quand la motivation n'existe pas. La maîtrise, c'est agir sans témoin. Le véritable progrès ne se cache ni dans la nouveauté, ni dans la distraction. Ce que tu choisis de faire pendant ton temps libre en dit plus long que tes paroles ou tes intentions. La différence entre avancer et stagner est simple. Pratiquer ce qui apporte, non ce qui divertit. La compétence se construit dans la répétition, la discipline et le renoncement au trivial. Le discernement n'apparaît pas de nulle part. Il se cultive en choisissant ce qui est utile, en affinant son environnement et en cessant de chercher l'approbation là où elle n'a pas d'importance. Il n'y a pas de raccourci ici. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'environnement que tu tolères fixe ton standard. Si tu disperses ton énergie, personne ne la concentrera à ta place. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, c'est cela qui compte vraiment. Ce n'est pas une question d'envie, mais de faire ce qui doit être fait. Dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. Si cela t'a été utile, abonne-toi. Maintenant tu le sais. Observe ceux qui gardent vraiment leur calme dans les situations tendues, tu remarqueras qu'ils ne se laissent pas emporter par la colère. Ils possèdent une aptitude presque invisible. Ils choisissent leurs mots avec précision, même lorsque tout semble être contre eux. Ce sont des personnes qui, au milieu du tumulte, parviennent à se faire entendre sans élever la voix, sans recourir au sarcasme ni à l'agressivité passive. Les réunions deviennent lourdes, l'air se charge de regards appuyés et de murmures, mais eux restent sereins, comme s'ils étaient en marge de la tempête. Il existe une courte histoire qui l'illustre bien. Il y a quelques jours, lors d'une discussion professionnelle, un collègue a été attaqué verbalement devant tout le monde. L'ambiance s'est tendue immédiatement. Quelqu'un a laissé tomber un dossier, 2 personnes ont évité le contact visuel et la chef a froncé les sourcils. L'attaque a été directe et sans détour, mais lui n'a pas bronché. Au lieu d'exploser, il a répondu avec une phrase à la fois intelligente et calme, qui non seulement a désamorcé la situation, mais lui a aussi valu le respect de toute la salle. Un silence gênant a envahi la pièce, suivi d'un soulagement palpable. Les autres, auparavant témoins mal à l'aise, le regardaient désormais avec un mélange d'admiration et de surprise. L'agresseur a évité son regard et s'est adossé à sa chaise, manifestement désarmé. À partir de ce moment, la dynamique au sein de l'équipe a changé. Les interruptions ont diminué. Les gens écoutaient avec plus d'attention et, pendant le reste de la semaine, son avis a été sollicité à plus d'une reprise. Aujourd'hui, nous allons voir 9 phrases qui t'aident à paraître sage et non en colère quand tout incite à faire le contraire. La dernière va te surprendre. Passons aux phrases. Phrase 1. Je préfère comprendre avant de répondre. Au milieu d'une conversation tendue, la tentation de répondre rapidement peut être écrasante. Les mots s'accumulent au bout de la langue, prêts à défendre, attaquer ou justifier. Mais que se passe-t-il si tu interromps cette impulsion et choisis de comprendre d'abord? Imagine que quelqu'un t'accuse de quelque chose d'injuste. L'orgueil brûle, la colère cherche une issue. Pourtant tu demandes, pourquoi penses-tu cela? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir cela? Tu laisses de l'espace pour que l'autre personne expose son monde intérieur. Ce n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Le silence s'étend dans la pièce. L'autre, surpris par l'absence de résistance, hésite. Il croise les bras, détourne le regard, s'éclaircit la gorge. La tension flotte dans l'air comme un nuage épais. Une goutte de sueur glisse sur la tempe de ton interlocuteur. Pendant un instant, personne ne parle.
L'horloge au mur marque le rythme de l'attente. Dehors, le bruit lointain d'un moteur brise le calme. L'atmosphère chargée oblige chacun à affronter ce qui se passe réellement. En cherchant à comprendre, tu désarmes la tension. L'autre personne baisse la garde, se sent écoutée. Toi, au lieu d'être emporté par l'émotion, tu reprends le contrôle de la situation. La discussion cesse d'être un champ de bataille et devient un pont. Tu ne recevras pas toujours une réponse bienveillante. Parfois, comprendre d'abord révèle des blessures profondes, des insécurités ou simplement des malentendus. Mais même alors, ta réaction sera plus sage, moins impulsive. Le silence qui précède une réponse réfléchie peut être plus puissant que n'importe quel argument. Parfois, l'autre personne éclate en sanglots, incapable de supporter le poids de ses propres mots. D'autres fois, elle se contente de hausser les épaules, murmurant une excuse. L'atmosphère se transforme. La tension cède, mais des traces visibles subsistent dans la posture, dans le regard, dans la respiration saccadée. L'écho de ce qui n'a pas été dit demeure en suspens. Oserais-tu essayer la prochaine fois que quelqu'un mettra ta patience à l'épreuve? Que se passerait-il si tu faisais de la compréhension ta première réponse au lieu de la dernière? Deuxième phrase. Que puis-je apprendre de cela? La conversation prend un ton plus vif. Quelqu'un lance une critique, un mot blessant, une plainte inattendue. L'impulsion immédiate est de se défendre, de se justifier ou d'attaquer en retour. Mais une pause et la question. Que puis-je apprendre de cela? Change le point de vue. L'attaque devient une information. Le conflit devient une opportunité d'observer des schémas, de détecter des faiblesses, de découvrir des attentes non communiquées. Celui qui se demande ce qu'il peut apprendre ne montre pas de faiblesse. Il montre sa maîtrise de ses émotions. Il n'accepte pas l'offense comme une fatalité, mais comme un signal. Souvent, l'autre personne s'attend à de la résistance, à une réaction automatique. Cette phrase déroute, elle coupe le cycle de l'hostilité. L'atmosphère se refroidit, la discussion se transforme en dialogue ou s'éteint d'elle-même. Apprendre de ce qui est inconfortable ne signifie pas justifier ce qui est injuste. Il s'agit de tirer de l'utilité du moment. Même si cela fait mal, même si ce n'est pas juste, l'apprentissage est personnel, il ne dépend pas de l'intention de l'autre. Avec cette question, la sagesse remplace la colère. La réaction devient une réponse. Le contrôle n'est pas chez l'autre, mais chez celui qui choisit d'apprendre. Ainsi, chaque situation difficile cesse d'être seulement une blessure. Elle devient une leçon silencieuse. Phrase 3. Je n'ai pas toutes les informations, mais j'écoute. Le premier pas vers la sagesse est de savoir que l'on ne sait pas tout. Marc Aurèle. Dire « je n'ai pas toutes les informations, mais j'écoute » est une preuve d'humilité consciente au cœur de la tempête émotionnelle. C'est une pause volontaire dans le flot de la discussion, une reconnaissance du fait que la vérité se révèle rarement immédiatement et que chaque histoire a plus d'une facette. Au lieu de se précipiter vers des conclusions, cette phrase invite l'autre à exposer son point de vue sans se sentir attaqué. Ainsi, la conversation se transforme d'un champ de bataille en un espace où la compréhension peut grandir. Imagine un moment de tension au travail, lorsqu'une personne t'accuse d'une erreur que tu ne reconnais pas. L'instinct peut être de se défendre, d'élever la voix, d'exiger justice. Mais cet élan ne fait qu'ajouter du bois au feu et ferme les portes du dialogue. En revanche, prononcer ces mots ouvre une fenêtre. Tu montres que ton ego ne domine pas la situation et que ton désir de comprendre est plus fort que celui de t'imposer. Cette attitude n'est pas de la soumission, c'est de la force. Écouter sans préjugés demande plus de courage que n'importe quel cri. Tu fais comprendre que ton objectif n'est pas de gagner la discussion, mais de chercher la clarté. La phrase désarme l'hostilité, réduit le bruit et permet à l'autre de baisser sa garde. Le ressentiment perd de sa force quand l'autre perçoit que son point de vue est considéré, même s'il n'est pas forcément accepté. Les mots ont du pouvoir. Dire que tu n'as pas toutes les informations laisse place au doute, qui est la graine de la sagesse. Si l'on ne parle que pour avoir raison,
on perd l'occasion d'apprendre. Si l'on écoute, ne serait-ce qu'un peu plus, on découvre souvent des nuances qui changent totalement notre perception de la situation. Dans la vie quotidienne, cette approche évite les malentendus, éteint les disputes inutiles et montre aux autres que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Tu n'es pas faible parce que tu admets ne pas tout savoir. Tu es raisonnable, tu es capable de reconnaître tes limites et dans cette reconnaissance, tu grandis. Un esprit fermé n'apprend pas. Un esprit ouvert qui écoute avant de juger devient plus sage à chaque conversation difficile. La prochaine fois que tu ressens la pression de répondre avec colère ou une certitude absolue, souviens-toi que le vrai sage sait quand se taire, quand poser des questions et quand simplement écouter. Ainsi, tu passes de sembler en colère à sembler sage. Et dans ce silence attentif, tu trouves souvent la solution que la fureur ne pourra jamais offrir. Phrase numéro 4. Parlons de solutions, pas de reproches. Au milieu d'une conversation difficile, il est facile de se retrouver pris dans le cycle de la recherche du coupable. Lorsque les émotions s'enflamment, la priorité de beaucoup est de désigner le responsable, comme si découvrir la personne fautive garantissait que le problème disparaîtrait. Pourtant, cette approche conduit rarement à une véritable amélioration. Au contraire, elle a tendance à augmenter la tension, nourrir les ressentiments et bloquer toute avancée. Changer l'orientation de la conversation vers les solutions transforme l'atmosphère. Lorsque tu dis « parlons de solutions, pas de reproches », tu introduis une pause. C'est une invitation à cesser de regarder en arrière et à commencer à regarder vers l'avant. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui s'est passé, mais de concentrer l'énergie sur ce qui peut être fait maintenant. Ce changement de perspective réduit l'hostilité et ouvre la voie à la coopération. Imagine une réunion de travail où une erreur importante s'est produite. Si l'équipe se concentre sur la recherche de la personne qui a failli, chaque membre adopte une attitude défensive. Les justifications et les excuses occupent le centre du dialogue. À l'inverse, si quelqu'un propose « parlons de solutions, pas de reproches », le ton de la conversation change. Les participants se sentent moins attaqués et plus enclins à collaborer. L'erreur cesse d'être une arme et devient une opportunité d'améliorer les processus et de prévenir de futurs problèmes. Cette approche fonctionne aussi dans les relations personnelles. Lors d'une dispute de couple, il peut être tentant d'énumérer les erreurs passées. Pourtant, quand l'un des deux décide de changer le scénario et propose de chercher ensemble la solution, la dynamique se transforme. La question n'est plus « qui est responsable ?», mais « que pouvons-nous faire à partir de maintenant ?» Le ressentiment est remplacé par une recherche commune d'alternatives. Adopter cette phrase demande de la discipline et de l'autocontrôle. L'envie de se défendre ou de reprocher peut être irrésistible sur le moment. Mais chaque fois que tu choisis de parler de solutions plutôt que de chercher des coupables, tu fais preuve de maturité émotionnelle et d'une vision tournée vers l'avenir. C'est un signe que tu valorises le progrès plus que la sanction. À long terme, ceux qui pratiquent cette habitude deviennent des références de sagesse dans leur entourage. Non pas parce qu'ils ignorent les problèmes, mais parce qu'ils refusent de rester coincés dedans. Ils transmettent l'idée que le véritable pouvoir réside dans l'action, non dans la récrimination. Dans tout environnement, les personnes qui favorisent le changement et l'amélioration sont celles qui transforment les conflits en point de départ. Il ne s'agit pas d'être naïf ni d'oublier les responsabilités, mais de comprendre qu'après avoir reconnu ce qui s'est passé, l'étape suivante intelligente est de construire des solutions. Au final, choisir cette approche ne te rend pas seulement plus sage, cela fait aussi de toi quelqu'un capable de guider les conversations vers un terrain plus fertile, un terrain où le passé est reconnu, mais où l'avenir compte bien davantage. 5e phrase. Je te remercie pour ton point de vue, même si je ne le partage pas. L'art d'écouter sans réagir est l'un des signes les plus évidents de sagesse. Lorsque quelqu'un exprime une opinion contraire à la tienne, la réaction instinctive est souvent la défense ou l'attaque.
Pourtant, choisir de répondre avec reconnaissance révèle de la maîtrise de soi et de la maturité. Reconnaître la perspective de l'autre, même si tu ne la partages pas, ouvre une porte au dialogue et désamorce le conflit avant qu'il ne devienne une bataille. En prononçant cette phrase, tu ne cèdes pas ta position et tu ne nies pas non plus la tienne. Tu reconnais simplement le droit de l'autre à penser différemment. Cette attitude transforme l'énergie de la conversation. La tension se dissipe et l'échange devient plus humain. Il ne s'agit pas de résignation, mais de respect pour le processus de pensée de l'autre. La sagesse ne se mesure pas au nombre d'arguments remportés, mais à la capacité de garder son calme, même sous pression. Imagine une réunion animée. Tout le monde s'attend à ce que tu répondes avec la même intensité. L'air est chargé, les visages sont tendus, quelques doigts tambourinent sur la table. Un silence plein d'attente s'installe dans la pièce. Mais au lieu d'élever la voix, tu choisis de dire « Je te remercie pour ton point de vue, même si je ne le partage pas. » L'atmosphère change aussitôt. L'une des personnes qui te confrontait baisse les yeux, une autre croise les bras et soupire, tandis que le reste des présents échange des regards, surpris par ce retournement inattendu. L'autre personne sent qu'elle a été entendue. Tu restes ferme, mais sans perdre ta contenance. Le brouhaha de fond s'estompe et la conversation autrefois hostile se réorganise. À cet instant, la discussion cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de croissance mutuelle. Au-delà de cette salle, la conséquence est visible. Les participants repartent moins tendus, certains s'arrêtent même dans le couloir pour poursuivre la conversation à voix plus basse. Les réunions suivantes se déroulent avec moins d'interruptions et les voix se chevauchent moins fréquemment. On perçoit une diminution de l'irritabilité générale et les désaccords à venir sont abordés avec plus de prudence. Le respect implicite grandit et la volonté d'écouter devient plus manifeste. Marc Aurèle a écrit « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Accepter cela te permet de lâcher le besoin d'avoir toujours raison. La sagesse naît lorsque tu comprends que la diversité des idées n'est pas une menace, mais une occasion d'apprendre et d'affiner ton propre jugement. Répondre avec gratitude, même face au désaccord, ne te fait pas seulement paraître plus sage, cela te rend plus sage. Celui qui y parvient montre que la véritable force réside dans la sérénité et non dans la confrontation. Au final, le calme est le plus grand pouvoir dans toute discussion. Cette phrase te permet de laisser une empreinte sans blesser, de défendre ton point de vue sans crier, et surtout de grandir dans chaque conversation, même dans celle où personne ne change d'avis. Phrase 6. Laissons les faits parler d'eux-mêmes. Ne discute pas pour gagner, ne crie pas pour t'imposer. Tais-toi et observe comment la vérité finit par s'imposer. Lorsque la situation devient tendue, la plupart des gens se précipitent pour se défendre, pour justifier chacun de leurs gestes, pour remplir l'air de paroles. Mais les paroles ne changent pas les faits. Les paroles n'effacent pas l'évidence. Laisse les autres se noyer dans leurs excuses ou leurs attaques. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce qui est, est. Ce qui s'est passé, c'est passé. Celui qui a raison ne la mendie pas. Celui qui est en paix avec ses actes n'a pas peur du silence. Laisse les faits faire ce que tu n'as pas besoin de faire. Exposer la vérité. Dans la salle de réunion, tandis que les autres s'emportent en arguments et en gestes, tu restes assis, les yeux fixés sur les documents qui prouvent ta version. Un téléphone vibre, quelqu'un s'exaspère, mais tu ne bouges pas. Dehors, le brouhaha du bureau continue, indifférent aux tentatives désespérées de manipuler le récit. Lorsque la preuve est remise, le murmure s'éteint. Les regards se détournent. Personne ne présente d'excuses, mais l'atmosphère change. La défaite est silencieuse, palpable. Parle moins, démontre davantage. Le sage ne discute pas. Il prouve. L'insensé crie, mais c'est le résultat qui rend le verdict. Ne t'abaisse pas à te battre dans la boue. Ne te salis pas avec des explications inutiles.
Le temps et les faits s'occupent de tout. Ceux qui ont essayé de te diffamer évitent ton regard dans le couloir. Les conversations s'interrompent quand tu entres. Le respect est froid, distant, mais réel. C'est ainsi que tu parais sage, non en colère. C'est ainsi que l'on te respecte, même si personne ne le dit. Les faits n'ont pas besoin de défense. 7e phrase, le calme est mon meilleur argument. Dans une discussion, la voix la plus basse est souvent celle que l'on entend le plus. Le calme ne cherche pas à s'imposer, il demeure simplement, tandis que les paroles chargées de fureur s'effacent sans laisser de traces. Le ton posé interrompt le cycle de la provocation. Le silence entre les phrases devient gênant pour celui qui attend une réaction explosive. La stabilité émotionnelle écarte l'urgence de vaincre et transforme toute attaque en un lointain écho. Parler avec sérénité transforme l'atmosphère. Les arguments semblent plus solides lorsqu'ils ne sont accompagnés ni par la précipitation ni par l'anxiété. L'autre partie se voit contrainte de ralentir, d'écouter, de douter de son propre élan. Il ne s'agit pas de céder ni d'être indifférent. Le calme est une attitude active. Il choisit le moment, contrôle le rythme, décide quand et comment répondre. Ainsi, chaque mot prend du poids et du sens, et la conversation suit une trajectoire plus intelligente. Face à l'hostilité, le calme est la seule réponse qui ne peut être manipulée. Il n'y a pas de carburant pour le conflit. Il ne reste que les faits et la logique, nus, sans ornement ni cri. La scène est claire. Dans la salle de réunion, les regards cherchent un point d'évasion lorsqu'une voix reste constante et basse, tandis que les autres élèvent le ton. Un poing fermé sur la table, des papiers froissés, des respirations haletantes et, en contraste, une main immobile, un dos droit, les yeux fixés sur l'interlocuteur. Celui qui garde son calme ne bouge pas, ne fait pas de gestes. Il observe les paroles agressives rebondir et tomber au sol sans causer de mal. Les conséquences sont immédiates. L'atmosphère se refroidit, les murmures diminuent, les gestes se modèrent. Même l'adversaire le plus véhément s'arrête, obligé de revoir sa stratégie lorsqu'il n'obtient pas la réaction attendue. Celui qui conserve son calme reprend le contrôle de la conversation, et la tension visible sur les visages se transforme en un silence plein d'attente. Le calme n'a pas besoin de justification. C'est l'argument que personne ne peut réfuter. Le conserver, même lorsque tout s'agite autour, est une véritable preuve de force. Le calme est mon meilleur argument. Phrase numéro 8. J'accepte que je peux me tromper. Parfois, nous croyons avoir raison parce que nos émotions sont à leur comble et que la tension du moment brouille notre perspective. Lorsqu'une discussion s'intensifie ou que quelqu'un remet en question ton point de vue, le plus facile est de s'accrocher fermement à ses propres idées, comme si admettre une erreur était une défaite. Mais combien de fois as-tu ressenti du soulagement lorsque quelqu'un reconnaît qu'il pourrait se tromper? Pourquoi ne pas t'accorder ce même soulagement? Accepter que tu peux te tromper ne te fait pas seulement paraître plus sage, cela fait aussi de toi quelqu'un avec qui il est possible de dialoguer. Cette phrase montre de l'humilité, de l'ouverture et de la confiance. Cela ne veut pas dire que tu abandonnes tes idées, mais que tu les mets à l'épreuve, prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Bien souvent, la sagesse réside dans la volonté d'écouter sincèrement, même lorsque tu as des arguments solides. Imagine une réunion où chacun se bat pour avoir le dernier mot. L'atmosphère devient lourde. À l'inverse, lorsque l'un des participants dit « J'accepte que je peux me tromper », le ton change instantanément. L'ambiance se détend. L'autre personne baisse sa garde et la conversation devient un véritable échange. La porte s'ouvre à de nouvelles idées et à des solutions inattendues. Cette phrase n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, il faut du courage pour admettre que notre point de vue peut être limité ou erroné. T'es-tu déjà demandé ce que tu pourrais gagner si tu cessais de défendre ta position uniquement par orgueil? Que se passerait-il si tu écoutais dans le but de comprendre et non seulement de répondre? Dans les situations de conflit, utiliser cette phrase peut désamorcer l'hostilité et montrer de la maturité. Les gens respectent ceux qui sont capables de se remettre en question.
Si jamais tu as senti qu'une discussion était sur le point de dégénérer, essaie de le dire. Observe comment le rythme de la conversation change. Reconnaître que tu peux te tromper t'aide aussi à grandir. Personne n'apprend rien de nouveau en répétant toujours la même chose. Laisser de la place à l'erreur, c'est laisser de la place à l'apprentissage. Si tu veux paraître sage et non en colère, souviens-toi que la sagesse ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à savoir quand écouter et quand céder. Oserais-tu utiliser cette phrase la prochaine fois que tu remarqueras qu'une discussion se complique? À ton avis, comment changerait la perception que les autres ont de toi si tu le faisais avec sincérité? Accepter que tu peux te tromper est une manière puissante de montrer que ton objectif n'est pas de gagner une discussion, mais de construire quelque chose de meilleur avec les autres. Au final, les personnes les plus sages ne sont pas celles qui ne se trompent jamais, mais celles qui ont le courage de le reconnaître. Phrase 9. Tout ne mérite pas une réaction. Tu as appris à choisir tes mots. Maintenant, tu dois apprendre à choisir tes silences. C'est la différence entre avoir l'air sage et avoir l'air de quelqu'un qui a perdu le contrôle. Tout ce que l'on t'envoie n'exige pas une réponse. Tout ce qui te provoque ne mérite pas ton énergie. En réalité, une grande partie de ce que tu entends lors d'une mauvaise journée, d'une réunion tendue, d'une dispute familiale, ne t'est pas réellement adressé. C'est le résultat de la frustration des autres, de leur vide, de leurs guerres intérieures. La plupart des gens réagissent comme si chaque commentaire était une menace personnelle, comme si tout le poids du monde reposait sur leurs épaules et qu'ils devaient se défendre contre chaque attaque, chaque critique, chaque regard. C'est la recette parfaite pour vivre épuisé, pour perdre son calme, pour offrir sa paix à quiconque traverse un mauvais moment. Combien de fois as-tu ressenti cette urgence de répondre, de clarifier, de corriger, juste pour te rendre compte ensuite que rien n'a vraiment changé, sauf ton propre état d'esprit? Imagine que quelqu'un te provoque en public. Ton pouls s'accélère, ton esprit cherche la réponse parfaite, la phrase qui le fera taire. Mais au final, qu'obtiens-tu? Un bref moment de satisfaction et des heures de malaise. L'autre personne n'apprend rien, ne change pas. Tu gardes pour toi la gueule de bois émotionnelle. Pendant ce temps, celui qui observe en silence, celui qui choisit de ne pas réagir, garde sa dignité intacte. Le silence, à cet instant, est la réponse la plus puissante, parce qu'il montre que tu n'as rien à prouver. Le problème, c'est que nous avons été entraînés à réagir. Depuis l'enfance, on nous apprend à nous défendre, à justifier chacun de nos gestes, à ne pas rester silencieux face à la moindre provocation. Mais personne ne t'avertit du prix à payer pour cette hyper-réactivité. Personne ne te dit qu'à chaque fois que tu réponds à la provocation, tu t'enchaînes au drame des autres. Qu'à chaque fois que tu bondis au premier tir verbal, tu te rabaisses au niveau de celui qui cherche à t'entraîner dans sa misère. La véritable sagesse réside dans le choix, dans la capacité à distinguer ce qui mérite vraiment ta parole et ce qui ne cherche qu'à te voler du temps et de la tranquillité. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou froid. Il s'agit de ne pas permettre à chaque stimulation extérieure de dicter ton état intérieur. Tu peux écouter sans réagir. Tu peux regarder sans intervenir. Tu peux laisser passer sans rien perdre de précieux. En fait, parfois, la seule chose que tu perds, c'est l'orgueil. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Observe ceux que tu admires, ceux qui semblent inébranlables. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort ou qui répondent le plus vite. Ce sont ceux qui savent quand se taire. Ceux qui, face à la provocation, se contentent de sourire ou de détourner le regard. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont compris que la vraie force ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix. Que rien d'extérieur n'a le pouvoir de les troubler s'ils ne le permettent pas. La prochaine fois que tu ressens ce besoin brûlant de répondre, de clarifier, de te défendre, demande-toi si cela en vaut vraiment la peine. Demande-toi si cette réaction va construire quelque chose ou simplement alimenter le cycle sans fin du conflit et du ressentiment. Parce qu'au fond,
La plupart des batailles verbales ne sont rien de plus que des luttes d'ego. Et l'ego perd toujours, même quand il croit avoir gagné. Rappelle-toi ceci. Personne ne peut t'obliger à réagir. Personne ne peut t'entraîner dans la tempête si tu décides de rester calme. Le véritable pouvoir réside dans la pause, dans la capacité de regarder la provocation dans les yeux et de décider qu'elle ne mérite tout simplement pas ta réponse. Car lorsque tu choisis le silence, lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu montres au monde que ta paix n'est pas à vendre. Et cela, dans un monde obsédé par la réaction, c'est la plus grande preuve de sagesse. Le calme est mon meilleur argument. Quand la tension s'empare de la pièce, je reste immobile, les voix s'élèvent, certains frappent la table avec leurs jointures, d'autres baissent les yeux vers le sol, incapables de supporter la pression. J'observe la fumée des cigarettes qui monte lentement, formant des spirales dans l'air vicié. Mes mains reposent ouvertes sur la table, la respiration retenue. J'attends. Le murmure s'éteint peu à peu. Même ceux qui, il y a un instant, défendèrent leur position avec véhémence, cherchent maintenant sur mon visage un signe. Ils ne le trouvent pas. J'accepte que je puisse me tromper. Je le fais sans un mot, à peine d'un léger hochement de tête lorsque la preuve m'oblige à reculer. Le silence qui suit ma concession est dense. Certains ressentent du soulagement, d'autres sont mal à l'aise, comme si mon renoncement leur révélait une fragilité personnelle. Je ne cherche pas à me justifier. Tout ne mérite pas une réaction. Il y a des commentaires qui glissent, des phrases qui restent en suspens et ne reçoivent pas de réponse. Cela se voit sur les visages de ceux qui attendent une confrontation. Le temps passe et ils découvrent qu'elle n'arrivera pas. La conversation s'épuise, la tension se dissout. Parfois, je quitte la pièce sans me retourner, laissant derrière moi cette trace de quiétude délibérée.